C'est l'histoire d'une vie bien remplie. Après des aventures, on en vit tous les jours, chaque jour est différent. Tous ensemble, on avance bien. Le bio, une définition qui serait rapide, ce serait sans intrants d'origine chimique. C'est une agriculture qui essaye de respecter au mieux la nature. Et c'est un métier qui nous le rend bien. La nature nous rend bien si on est correct avec elle. C'est un métier prenant, c'est un métier parfois difficile, mais c'est un métier de passion. C'est de proposer un savoir-faire et de s'adapter aux besoins du client. On change pas que de métier, je le dis aux gens, on change de vie, on change de façon de fonctionner, de réfléchir, C'est un très très beau métier. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde parce que tu fais pas la même chose tous les jours. Moi, je prends la jeunesse de demain. Bonjour et bienvenue dans l'émission Ouverture sur le monde. Je suis Thomas de la Junior Association Régart et c'est sur l'air de cette musique de Yves Montand que nous partons à bicyclette à la rencontre des professionnels agricoles du Douaisis. Aujourd'hui, c'est à Coincy que nous avons rencontré Martine Potvin, productrice d'ail fumé d'Arleux. Je m'appelle Martine Potvin. Je suis agricultrice à Coincy depuis 1985, mais j'ai repris ma ferme à Brebières, d'où je suis originaire, en 1982 en sortant de l'école de Genêt. Je me suis installée à 16 ans parce que j'avais 2 ans d'avance. Et puis, c'est mon père qui a signé les baux et les prêts pour moi. C'est moi qui ai remboursé, bien entendu. Et après, j'ai rencontré mon mari et puis on s'est mariés et je suis venue m'installer avec lui dans la ferme familiale de mon mari. Et on a commencé avec mon premier métier, c'était chevilleur marchand de bestiaux, comme mon père. Et on a commencé avec des bêtes, avec des taureaux à l'engraissement, puis après avec des vaches allaitantes, mais l'élevage n'allant pas bien du tout, on a commencé en 1987 à mettre un peu d'ail. Et puis voilà, ça a mis son petit bonhomme de chemin. Je suis allée dans un magasin, puisque j'avais des bases commerciales. Je suis allée dans un magasin, c'était Rond-Point, ici à Flers-en-Escrobieux, où j'ai présenté une tresse en disant, écoutez, à Arleux, on veut pas de moi pour vendre mon ail au marché, donc est-ce que ça vous intéresse d'acheter ma tresse d'ail? Il m'a dit, surtout comme ça, oui, il m'en a commandé 100, j'étais folle. Il m'en a commandé une centaine encore le lendemain. Et puis, un magasin, 2 magasins, 3 magasins, une enseigne, 2 enseignes, 3 enseignes. Une centrale, 2 centrales, 3 centrales, 1 pays, 2 pays, 3 pays, jusque 17 pays à l'exportation. On est devenus les leaders du marché en ail fumé. Maintenant, voilà, 58 ans, bientôt la retraite, mes 2 enfants qui ont repris l'exploitation, enfin la société commerciale avec nous, qui sont avec nous. Et puis, voilà, c'est l'histoire d'une vie bien remplie. Il faut savoir tout faire. Je ne sais pas si je dois le dire maintenant, mais bon, on va continuer. J'ai il a fallu embaucher tout le temps des jeunes parce qu'on arrachait à la main, ramassait à la main. On avait une centaine de jeunes. Et c'est ce qui m'a toujours porté, une équipe. Sans nous, ils sont pas là. Et sans eux, je suis pas là non plus. Donc, les voir évoluer, les voir changer. Je suis quelqu'un de très exigeant dans mon travail. Je suis quelqu'un de très exigeant sur la qualité du travail, sur la qualité de la propreté. Vous l'avez vu en entrant ici. N'importe qui doit rentrer à n'importe quel moment. Faut que ce soit toujours pareil, toujours bien propre, toujours accueillant. Là, pareil, il faut que ce soit bien présenté, bien présentable. Le côté marketing, ça a toujours primé pour nous. Et puis, voilà, c'est ce que je dis toujours, une équipe, parce que tout seul, je ne fais rien, et peut-être que sans nous, ils n'en seraient pas là, ou alors ils iraient travailler ailleurs, mais on est vraiment une équipe, et on essaye tous de faire du bon travail, et de présenter, et de proposer à nos clients un produit de qualité. L'adage de la maison, c'est la qualité en quantité. On commence par la qualité, et la quantité, quand la qualité y est. Voilà, Thomas. Merci, c'était très précis, très clair. Du coup, vous vendez de l'ail, c'est ça? Voilà, on a commencé à faire de l'ail fumé en tresse, comme ça se faisait il y a 40 ans. Hein. De la tresse 45 têtes, de la tresse 90 têtes.
Et puis, moi, j'ai proposé de la petite tresse, la tresse d'1 kilo, de la tresse de 500 grammes pour me démarquer des autres parce que ça commençait à faire cher pour les gens. Et puis, dans les magasins, il n'y avait pas beaucoup de place. Et puis, la société évoluant, hein, on a des plus petites familles, des plus petits logements. Donc, les grosses tresses, ça me plaisait plus trop. Et puis, ça a bien pris. Et puis, on a fait du 3 têtes. On propose... En fait, ce qui a été aussi notre force, tu vois, Thomas, c'est de pas proposer notre produit, c'est de proposer un savoir-faire et de s'adapter aux besoins du client. On a des Suisses qui veulent du 2 têtes, 180 grammes. Ok, on va vous faire du 2 têtes. On a des Américains qui veulent du 1 tête, 100 grammes. On va vous faire. Après, on fait ce que les clients vendent. Ce que nous, on va proposer, ils vont peut-être pas savoir le vendre. Ils savent ce qu'ils veulent vendre. Ils savent ce qu'ils vont vendre. Et pour pas que ça reste là et que il a du turnover et que ça marche bien, il faut vraiment qu'on s'adapte à leurs besoins. L'année dernière, j'ai eu un client qui m'a dit, voilà, il me faudrait de la tresse 600 grammes, 6 têtes, ou du 350 grammes, 6 têtes, ça existe aussi, puisque ça dépend des calibres et du poids de la tête. Mais voilà, ça a été ça. Ça déjà, d'une. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'on a su proposer un produit emballé, qu'on a su tracer, faire la traçabilité. Ici, il y a une tête qui rentre, une tête d'ail qui rentre ici. On sait de où elle vient, de quelle parcelle, de quel producteur, parce qu'il y a des producteurs qui mettent de l'ail pour nous. Avec un numéro, on sait dire quelle variété, qui l'a produite et de où elle vient, jusqu'au bout, de A à Z. Et cette force, il y a 40 ans, de pouvoir... J'ai acheté une machine pour emballer le produit, mettre le code à barre qu'il fallait, parce que c'était l'époque, maintenant c'est les flash codes, à l'époque c'était les nouveaux codes à barre. Code à barre, la langue en français, en allemand, ce que vous voulez. Et ça a bien plu aux gens parce que, voilà, dans les magasins, il fallait que ça bip, hein, c'était les nouvelles, ça arrivait déjà, on tapait les prix, mais il fallait aussi pouvoir passer les produits comme ça. Et ça, voilà, s'adapter, le service au client et s'adapter à son client, je pense que c'est la clé de la réussite. C'est pas dire... moi, je vous vends des carottes grosses comme ça parce que j'ai que ça. Non, si vous en voulez des petites, j'en ai. Si vous en voulez par 2, vous en voulez par 3. Et demain, si on me dit, madame, il faut mettre votre ail en gousse, et puis on va le vendre en petit sachet de 10 gousses, je vais le faire. Pas de problème, bien sûr, le prix sera là puisqu'il y aura de la main-d'œuvre. Mais j'ai toujours dit qu'il fallait produire ce qu'on savait vendre. Parce que rester avec son produit et le brader, ça sert à rien. Produire pour dire maintenant je le vends 10 €, puis après je vais le vendre 5 €, ça sert à rien. Il faut avoir une régularité dans son produit et une régularité dans ce qu'on propose. Par exemple, ici on met de l'ail tous les 25 ans. Imaginons que j'ai mis de l'ail ici cette année, il ne sera replanté que dans 25 ans, pas avant. Pourquoi? Parce qu'il y a risque de pourriture, il y a risque donc que je ne récolte pas d'ail. Je vais dire, pour moi, c'est pas encore trop grave. Le pire, c'est que j'aurais rien à donner comme travail à mes salariés. Et surtout, mes clients, je leur dirai, cette année, j'ai pas d'ail, il va passer. Mais mes salariés, je peux pas leur dire, j'ai pas de travail à vous donner. Tu comprends? Donc, il faut, on met tout, on fait tout pour avoir la meilleure école possible, pour pouvoir les faire travailler le plus longtemps possible, parce qu'ils travaillent 10 mois sur 12. Ils travaillent ici, ils commencent en juin, jusqu'en avril-mai de l'année suivante. Voilà. Celui qui tresse ici, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des gens qui sont partis en retraite, mais il y a des gens qui sont ici depuis l'âge de 16 ans et qui vont avoir 40 ans, et tu vois, ils sont encore là, et voilà. C'est une grande famille finalement. C'est une grande famille, ouais. C'est ça. Tu vois, j'ai reçu la Légion d'honneur en juin l'année dernière, et dans mon discours, c'est ce que je dis. Merci à eux. Ils étaient tous là, tous. Pourtant, je suis pas toujours tendre. Si, je suis pas. Si ils ont besoin de moi, je suis là tout le temps. Quand j'ai besoin d'eux, ils y sont aussi. Mais c'est ça. C'est quand je les vois arriver contents le matin de venir travailler, quand je suis contente qu'ils aient une bonne paye parce qu'ils ont bien travaillé aussi, parce qu'ici les gens sont payés à la tâche. Et puis ils en font 13, puis ils sont payés. Et le point d'honneur, c'est de dire fais-en le plus possible pour gagner le plus possible. Tu comprends? C'est chef d'entreprise, c'est du gagnant-gagnant. C'est pas dire j'ai eu des Bulgares aussi qui sont venus travailler, j'ai des Polonais, mais la couleur de peau,
t'es petit, t'es gros, t'es beau, t'es moche, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment ce que t'es. C'est vraiment l'envie de faire bien et l'envie de faire bien pour ta boutique et d'être bien avec les autres. Une fois que c'est ça, ici, de toute façon, le premier, je peux te faire voir mon règlement intérieur. Vous vous respectez entre potes, entre salariés, entre collègues, et je vais vous respecter. Le respect, je pense que c'est la base de tout. Dans n'importe quelle corporation, dans n'importe quel métier, quand il n'y a plus de respect, c'est foutu. Je suis le garde-fou du respect, je vais dire. Et quand il y a un problème, ça passe la porte là. Et ça me fait rire parce que quelquefois je les appelle au bureau. Est-ce que tu peux venir au bureau? Allez, ils ont peur, ils savent pas s'ils vont se faire engueuler ou se faire. Mais souvent c'est pour les féliciter parce que je pense que c'est pas toujours facile. Notre métier est pas toujours facile, mais tous ensemble on avance bien. Cette année, tu vois, pour donner un exemple, dans l'ail de printemps, on met 2 variétés, de l'ail d'automne et de l'ail de printemps. Dans l'ail de printemps, c'est des variétés qui se couchent. Donc, ça se couche, avec les orages et tout, ça s'est couché. Donc, ça se couche aussi où le tracteur va passer. Et d'habitude, on a une machine qui divise. On passe, puis hop, ça écarte les queues d'ail. Et puis hop, on arrive à passer. Mais cette année, c'était tellement couché qu'impossible. Mon expérience a fait que j'ai dit à mes enfants, c'est pas difficile, on va y aller à la main. On va y aller à la main, les bougies, c'est que d'ail. Ils m'ont regardé, j'ai dit, on prend 15-20 personnes, on y va, et vous verrez que ça va être une bonne expérience pour tout le monde, ça va lier même les jeunes, les nouveaux qui sont là. Et puis ils ont mis 2 demi-journées, ils étaient tous fiers de l'avoir fait. Et voilà, c'est une expérience d'être ici. J'ai eu une procureure qui maintenant elle était procureure, elle est procureure, elle était substituée, elle a commencé ici à 16 ans. Et elle s'est présentée en pleurant, tu vois, parce qu'elle avait un bec de lièvre et que personne ne voulait d'elle. Mais j'ai dit, ici, qu'on ait un bec de lièvre ou 4 oreilles ou 3 nez, on s'en fout. Tout, c'est que tu travailles. J'ai son cahier, l'autre jour je l'ai rencontré, j'ai dit ça y est, j'ai encore votre cahier. Et tu vois, cette fille, elle m'a dit, c'est mon premier métier, et beaucoup ici, parce que tu travailles en équipe, et si tu travailles pas ici, tu te fais manger par les autres, parce que tu dois avancer de la même façon que les autres, pas manger. Ils te poussent à avancer, ils te poussent à donner le meilleur de toi-même, parce que ils sont comme ça, parce que moi je suis comme ça. Parce que mes enfants sont comme ça. Parce que on est élevé comme ça ici. J'ai déjà eu des gens qui sont venus, la maman elle rentre avec le fils derrière et qui ont dit je viens pour trouver du travail, je viens pour le travail, comment ça se passe? J'ai dit c'est pour vous, non, mais avancez monsieur. Ce jeune qui est derrière, j'ai dit est-ce qu'on te pousse à venir travailler ou est-ce que tu veux pas le faire? Tu veux pas travailler On dirait que tu veux pas travailler. On dirait que c'est ta mère qui te pousse à travailler. Et cette dame, je sais plus quoi en faire, elle me dit. Je le reçois. J'ai dit, tu vas sortir d'ici transformé. Je te dis, à un moment donné, ça va te faire tout drôle, mais c'est ce qui s'est passé. Parce que ici, c'est pas l'école. Ici, c'est l'école de la vie. Ici, c'est pas, je leur dis toujours, si ça va pas, aller au centre aéré. Moi, ça me va bien. Ici, on est là pour bosser à n'importe quel âge, à 16 ans, à 20 ans, à 40 ans. Et c'est mon côté social, c'est mon côté patron, mais équipier. Tu comprends? Je suis pas, parce que là, tu me vois dans mon bureau, mais samedi, j'étais en train de faire la moisson. La semaine dernière, j'étais dans mon ail. Là, j'espère qu'il va faire beau pour qu'on puisse rentrer et je serai sur mon Clark. Et c'est ça aussi ma force. Tu m'as demandé tout à l'heure qui j'étais. Ma force, c'est de tout savoir, c'est de savoir tout faire. L'adage ici, jamais personne dira je sais pas le faire. Parce que je ne sais pas, ça n'existe pas. Parce que vouloir, c'est pouvoir. Normalement, j'ai horreur du mot normalement, ils savent bien. Normalement. Oui ou non? Normalement, j'en veux pas. Tu vois? C'est tout des choses comme ça, on va dire que je suis folle. Non, c'est un état d'esprit, une façon d'être. Une façon de... Et quand on arrachait la main, on disait... Ah attends, on avait fini, les gens me disaient, tu peux venir avec ton équipe. Et on disait, l'équipe de Martine. Je sais, peut-être. Mais c'est une façon de manager bizarre, peut-être. Mais c'est une façon de manager en les mettant face à eux-mêmes. Face à une situation, face à un problème, face à...
qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'on fait. Et je pense que ça, c'est... Même des jeunes, hein, j'ai déjà eu des jeunes de la mission locale, hein, c'est des gens qui sont paumés, c'est pas de leur faute. C'est des gens qui sont un peu livrés à eux-mêmes. J'ai eu des repris de justice, hein, des gens avec des bracelets, ils sont venus... Et pareil, là, je serre la vis et je les mets face à eux-mêmes. Et après, ils avancent tout doucement, parce que c'est des gens, quand on dit ils sont paumés, c'est parce qu'ils savent pas où ils vont, ils savent pas d'où ils viennent, ils sont un peu paumés dans cette société. Et je pense qu'en leur donnant un cadre, quitte à être sévère, hein, c'est pas la sévérité, ça n'a jamais fait de mal à personne, ça les a aidés. Et j'en ai sauvé, tu sais, des gens sauvés. Et ça, c'est quand je te dis que ça me tient à cœur, c'est aussi pour ça, parce que même s'ils ne travaillent plus ici, je les rencontre n'importe où. Ça va, Martine? Ça va, ça va. C'est une partie de ma vie qui... C'est cette partie d'équipe, cette partie de salariés, cette partie des collaborateurs. C'est des gens qui m'ont aidé et que j'ai aidé, mais c'est ça qui a fait notre force. Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus travailler comme avant. C'est bien dommage. Parce que c'est pas une fin en soi le travail, mais ça apporte beaucoup. Même quand on est jeune et quand on est fatigué et qu'on revient sale et qu'on est mouillé parce qu'il y a de la terre, mais c'est pas grave ça. Et je pense que la base travail, il va falloir qu'on la remette un peu dans la tête des gens. Moi j'ai travaillé toute ma vie et tous les matins je suis fière de me lever. De 16 ans à maintenant, tous les matins, on n'a pas de vache, mais il faut rallumer les fumoirs tous les jours, matin, soir, Mais mon métier, ça a été peut-être trop même mon échappatoire. Ça a été mon refuge, ça a été galère pourtant comme métier, parce qu'on a beau faire tout ce qu'on veut, on a un métier... c'est pas nous qui faisons tout, c'est le bon Dieu et la météo qui font que t'as beau tout faire bien, tu peux... tout perdre d'un seul coup, mais c'est ça aussi, tomber 7 fois, se relever 8, et c'est ça qui fait la force des gens de notre métier. Quand t'es pas fort dans notre métier, ou quand... c'est vrai que eux, ils m'ont porté aussi, mes salariés, parce que tu sais, un métier d'agriculteur, c'est quand tu te retrouves tout seul face à l'adversité. Et je suis bien placée pour le savoir parce que je suis sentinelle à la MSA. Sentinelle, c'est des gens qui font attention aux autres, qui se disent attention, celui-là, il est pas bien, il faudrait qu'on l'aide. Il y a tellement de suicides maintenant et des gens qui se retrouvent tout seuls et même paumés. Ils savent plus quand tu te lèves le matin et que tu es face à ton élevage ou face à ton boulot et que tu te dis comment je vais faire et puis que la banque, elle te... Allez, monsieur, madame, comment ça se fait, vous devez ça, puis tu sais plus. Ta femme qui en a ras-le-bol de voir que tu trimes et que tu ramènes rien, elle se barre avec tes enfants, ou sans tes enfants, et puis là, tu t'en vas dans le trou, et voilà. C'est ça aussi le suicide en agriculture. Et puis c'est cette façon des gens on n'est plus reconnus. J'assistais ma propre maman, qui a 80 ans et pourtant qui avait un papa agriculteur. Elle me disait « Oh là là, je reviens de Douai. Oh là là, ces machines, qu'est-ce qu'on passe sur la route ?» Tu vois, même ma propre maman, je lui dis « Mais maman, on vous nourrit. Maman, demain, si tu as la baguette à 6 € parce qu'on ne sait pas récolter le blé ou parce que l'Ukraine est en guerre et parce que... Voilà, on a un métier pas reconnu parce que pour les gens, c'est sale. Être agriculteur, avant quand on était agriculteur, on était le bouseux de service. Ça veut dire que celui qui était intelligent, entre guillemets, il allait à l'école, et puis il faisait, j'en sais rien, médecin souvent, ou institutrice, ou j'en sais rien, et puis le dernier, on s'en foutait, ou qui travaillait moins bien à l'école, et lui, il était agriculteur. Aujourd'hui, c'est plus ça, être agriculteur. Aujourd'hui, être agriculteur, c'est être un chef d'entreprise à part entière. Il faut tout savoir faire, voilà, on a de la gestion, on a de la compta, on a du management, c'est un métier très intéressant, très prenant, mais qui a été banalisé et vulgarisé et puis dédaigné par beaucoup de monde. Dommage, parce que pour moi c'est le plus beau métier du monde, parce que tu fais pas la même chose tous les jours.
tu sèmes du blé cette année, ça sera pas dans la même parcelle et ça sera pas le même temps et tu n'auras pas la même récolte et voilà. C'est pas un métier, comment je vais te dire, piam-piam ou répétitif. Tu vois, c'est un métier... C'est un métier de passion en fait. Ah oui. Si on n'est pas passionné, on le fait pas. Ou on arrête. Et beaucoup, hein, moi j'ai des amis, leurs enfants sont partis pour être ingénieurs ou j'en sais rien, ils sont revenus à la ferme parce que voilà, quand tu l'as cette passion, et quand tu es passionné, si tu n'es pas passionné, tu le fais pas. Hein, moi je suis d'une fratrie de 4, on est 4 sœurs, et moi qui suis agricultrice aux grandes dames de ma maman, hein, qui m'a dit tu auras un métier de merde, tu seras toujours dans la merde ma fille, faudra pas venir te plaindre. Et tu vois, aujourd'hui, je lui ai dit l'autre jour lors de ma remise de médaille, j'ai dit de tes 4 filles, maman, celle qui a été la plus heureuse tous les matins à se lever puis aller au travail, je pense que c'est moi et j'ai réussi, même si tu m'as dit que j'avais un métier de merde, parce que j'ai choisi mon métier et que un métier comme ça, tu le choisis pas, faut que tu l'aies dans les tripes, autrement tu le fais pas, surtout quand tu es une femme. Parce que quand tu es une femme, mon père disait tout le temps, surtout dans ce métier-là, au premier marchand de bestiaux, il disait tout le temps, une femme qui fait un métier d'homme, elle doit toujours prouver qu'elle est meilleure que lui. Sinon, elle se fait bouffer. Et c'est vrai que maintenant, les temps ont changé, mais de mon temps, moi j'étais toute seule comme fille à l'école. Première de classe, parce qu'il a toujours fallu montrer que tu valais aussi bien qu'eux, peut-être mieux qu'eux, mais il faut toujours se battre et prouver que une femme peut faire ce métier-là. Alors, c'est un métier, il y a des hauts, il y a des bas. Donc on a parlé des hauts, on a aussi parlé un peu plus des bas. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre vécu du coup au sein de ce métier ? Alors mon vécu, surtout le début, je vais te parler du début. Le début, t'as des parents qui te proposent une ferme. Et moi j'ai repris un étranger, mais mon mari a ses parents. Mais c'est des investissements phénoménaux, terribles. Et puis tu es lié à la banque, tu es lié, heureusement qu'ils nous font confiance, mais au début le pire c'est ça, je me rappelle, moi je me suis installée en 82, ici en 85, en 87 il y a eu la mouche du blé, pas de rendement, et on doit rembourser à la banque, qu'est-ce qu'on fait, comment on doit faire, c'est ça le pire. Notre métier c'est pas le travail, c'est vraiment ce que ça rapporte, le fruit du travail. Et quand je te dis, si tu as des aléas climatiques, ou comme là, la mouche du blanc 87, eh bien heureusement que les banquiers nous ont fait confiance parce qu'on était incapables de rembourser. Donc il a fallu qu'ils nous fassent des aménagements, et c'est ça le pire. Le pire, c'est ça, quand c'est on sait pas combien on va vendre. On ne sait pas si on va récolter, on ne sait pas si on va savoir rembourser. Le courage, on l'a, l'outil de travail, on l'a, mais le pire, maintenant ça va, parce que quand tu commences à être assis, comme on dit, tu arrives à faire un fond de roulement. Mais il y a des agriculteurs, même à mon âge, qui ont toujours survécu de leur métier, et ça, c'est pas bien. Tu sais, l'autre jour, je voyais une dame qui me disait... Oh là là, les pommes de terre, elles sont chères, hein. Je ne sais plus combien c'était, admettons, c'était 1 € le kilo, mais je me disais, mais vous allez vous nourrir avec ça. Vous allez boire une bière au café, c'est 4-5 €. Et là, on dit rien. Vous allez prendre un café, c'est 1,50 €. Mais 1 kilo de pommes de terre à 1 €, ça paraît, voilà. Il va falloir, je pense, changer le mode les habitudes alimentaires, parce que on va au McDo, ça coûte, j'en sais rien, j'y vais jamais, mais peut-être 5 € et acheter une baguette à 1 € ça paraît, voilà. Et si vous voulez que, déjà, je sais pas si tu as déjà pris l'avion, mais quand tu prends l'avion et que tu descends et que tu vois que tout est bien cultivé, propre, machin, ça c'est le fruit de tous les agriculteurs. Imagine qu'on laisse tout en friche ou qu'on laisse tout, mais voilà, c'est... L'année dernière, j'ai un agriculteur qui m'a appelé parce qu'on nous oblige à faire des ZNT, des zones de non-traitement le long des habitations. Je veux bien l'entendre, on laisse 5 mètres. Et il y a des gens qui appellent les mairies en disant « Ah oui, mais comment ça se fait? Il y a des fleurs, on est plein de bêtes, on est dans notre jardin, il y a des bourdons, il y a des abeilles, comment on va faire? Il faut venir couper ça. » Et le maire qui dit à l'agriculteur « Il faut venir couper ou traiter ça. » Mais non, on n'a pas le droit, on doit le laisser comme ça.
Et les gens, c'est ça, ils veulent produire propre. Ici, on est dans une exploitation qui est en agriculture raisonnée depuis 1993, depuis que le réseau phare existe. On est Global Gap, et là, depuis 3 ans, HVE, haute valeur environnementale. On a toujours cultivé propre. On a des phytocontrôles sur nos produits. Mais j'ai rien contre l'écologie. Hein. Tu vois, il y a des trucs à insectes. Ici, je viens encore d'aller remettre un bébé hirondelle dans un nid qui était tombé. Là, avant que tu arrives, je sais pas s'il y avait un bébé hirondelle, j'étais le remettre. On est, pour faire ce métier-là, on est pour la nature. On n'est pas là pour détruire quoi que ce soit. Mais il y a tellement eu cet agribashing qui nous... Il y a des agriculteurs qui vont même pas traiter, hein, pour des gens... Moi, je connais des producteurs de plants qui vont mettre de l'huile pour empêcher les pucerons. Hein, on met de l'huile sur les pommes de terre parce que quand il y a des pucerons qu'on fait du plant, ça fait des viroses et le plant, il est pas bon. Donc, on met de l'huile pour empêcher les pucerons de se poser sur la plante. Et ben, même ça, avec de l'eau et de l'huile dans le pulvé, ils vont la nuit pour pas que les gens les traitent de pollueurs. Tu comprends? Et ça nous bouffe aussi. Ça nous... Des fois où tu mets, nous on met de l'engrais naturel, on met du jus d'ail aussi pour un anti-puceron, mais les gens ils disent qu'on pollue, alors que ce n'est que du jus d'ail et de l'eau. Tu comprends? Ça, faut arrêter. Mais je pense que c'est difficile ce que je vais dire. Il n'y a que le jour où les gens creveront de faim qu'ils s'apercevront de à quoi on sert. Après, c'est peut-être aussi parce que les gens, dans l'univers collectif, tout ce qui est pesticides et tout, c'est forcément des trucs qui sont pas écologiques, alors qu'il existe des pesticides bio. Ce que vous disiez, c'est un pesticide finalement. Hein. Pourtant, c'est pas forcément des produits chimiques ou autres. Non, ce qu'il y a, c'est que tout cultiver en bio, c'est pas possible. Moi, je veux bien faire de l'ail bio. Si tu veux, on va faire un contrat là. Il y a 50 hectares d'ail, on va mettre 50 hectares et je dis, je ne désherbe. Déjà, on fait de la bineuse, on désherbe qu'une fois au lieu de 5-6 fois, une fois. Quand c'est pas sale, comme cette année, au lieu de mettre 6 litres hectares, on met que 0,5 litres. Donc tu vois, faut s'adapter. Mais ce qu'il y a, c'est que comment je fais face à une culture sale, alors que personne veut venir les désherber? Comment je fais? Et si je laisse l'herbe, j'aurai rien. Et si j'ai rien, je peux pas en vendre et j'ai pas de travail à donner à mes salariés. C'est collectif, je veux, comme tu dis, je veux bien l'entendre que ce soit collectif. Et tu vois, j'ai un ami qui met du bio sur le forêt. Eh ben, ce sont des Érythréens qui sont venus désherber ces cultures, hein, parce que personne ne veut le faire. Personne veut cueillir des fraises. Quand tu sais que tu as travaillé toute ton année et que tes fraises, elles sont là encore de là et ça peut encore attendre 3-4 jours. Tes fraises, c'est à la journée. Il y a des gens, ils ne dorment pas. Moi, j'ai des amies productrices d'ail, elles ne dorment de fraises, pardon, elles ne dorment pas parce qu'elles se disent combien sur mes 20, il y en a qui seront là demain matin. Le lundi matin, t'en as 2 sur 20 qui sont là parce que les filles, elles ont leurs règles, parce que c'est le lendemain du dimanche, parce que ci, parce que là. Ça, c'est aussi un problème pour les agriculteurs, tu comprends? Je suis présidente au Prud'homme. On voit des salariés qui sont contre leurs patrons et des patrons qui sont contre leurs salariés. Mais ce que je trouve pas normal, c'est que nous, on n'a pas le droit de les mettre dehors, parce qu'il y a la législation, mais qu'eux partir quand ils veulent. Sans préavis, tu vois, tu peux pas laisser tomber les gens comme ça. Tu peux pas dire du jour au lendemain, bah non, aujourd'hui j'ai mal au dos, je viens pas. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Tu comprends? Et ça aussi, je voudrais que ça change. Si j'étais ministre du Travail, je dirais, ok, t'as le droit de changer, mais tu dois avoir un préavis en attendant qu'on trouve quelqu'un pour te remplacer. Moi, cette dame-là, elle a acheté 2 tonnes de fraises. Ben, c'est pas normal. Et les gens, bien sûr, on va dire c'est cher, mais c'est comme si, je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si on te disait, tu travailles toute ton année, le chèque de salaire, on va le mettre dehors, là. Pris pour qu'il pleuve pas, hein, parce que plus il va pleuvoir, plus ça va s'effacer. Hein, et moins t'en auras. Tu comprends? Et pris pour que quelqu'un vienne peut-être s'il pleut, qu'il vienne le mettre à l'abri. Comme ça, tu vas essayer de garder le maximum de salaire que tu as eu. Nous, c'est ça. C'est ça, là. Quelquefois, l'autre jour, j'étais chez le coiffeur, on me dit, oh là là, qu'est-ce qu'il pleut? Je leur dis, mais qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, votre salaire, il va tomber. Nous, c'est pas le cas. Essayez je sais que quand on n'est pas dans le métier, c'est pas on peut pas imaginer parce que on dit ils ont des grosses machines, ils ont ci, ils ont là. Déjà,
Ça, c'est souvent à la banque, la machine, c'est pas à nous. On manie beaucoup d'euros pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose, si, mais je veux dire, c'est tellement aléatoire. Même si tu travailles bien, je te dis, ton salaire, tu le fais, t'attends 1 an pour l'avoir et peut-être à la fin de ton année, ben, t'as plus rien. La main-d'œuvre, de nos jours, enfin en tout cas en agriculture, pour celui qui fait des productions comme les nôtres, c'est un facteur limitant de la progression. Ici on fait à peu près 1000 tonnes d'ail sur 6 mois de temps, 6-7 mois de temps, je pourrais en faire 2000, mais j'aurais pas les salariés pour. Et j'ai des gens qui mettent des fraises, ils pourraient en mettre 3 fois plus, mais il n'y a personne pour les cueillir, tu comprends? Et ça devient vraiment... Et c'est pas qu'en agriculture, hein, je parle de l'agriculture, mais dans toutes les corporations, c'est comme ça, comment on donne le goût, là où j'espère qu'on donnera le goût aux gens de venir, de travailler dans les fermes, ou en tout cas d'être agriculteurs. Mais la société d'aujourd'hui, on est trop... tout est trop beau. Tu ouvres un catalogue, les dames, elles sont filiformes, machin... elles sont dans un moule, tout est dans un moule. Si t'es sale, t'es pas bien. Si tu vas à l'école avec des chaussures qui sont pas de marque, on te dit ça elles viennent d'où tes chaussures, on se fout de la tête des petits qui sont harcelés parce que tout est trop... Comment je vais t'expliquer? J'arrive pas à trouver le mot. Tout est trop... Oui, normé. Tout est trop... Voilà, tout est trop... Voilà, il faut être comme ça, faut pas être comme ça. T'es agricultrice, tu dois ressembler avec tes sabots et ton fichu. Et voilà, voilà, t'as pas le droit d'être manucurée comme je le suis depuis 40 ans. Et puis voilà, mais c'est ça, c'est trop la façade qui compte. C'est trop l'extérieur des choses. C'est superficiel. Tout est, enfin, j'espère que tout, non, mais trop de choses sont superficielles. C'est trop dans l'apparence. Moi, je suis pas là pour changer le monde, hein. J'essaye de mettre ma petite pierre à l'édifice et d'expliquer que si t'as pas de cœur, si tu fais pas quelque chose tous les jours autour de toi, si t'es trop dans... Ouais, non, puis c'est l'égoïsme qui prime. Je sais pas comment expliquer. Même en agriculture, hein, avant, on s'aidait tous. Maintenant, chacun est dans son coin. Il y en a encore, hein, heureusement. Mais je me rends compte que si t'es bien avec les gens, si ils ont besoin de toi et que t'es là, quand ils ont besoin de toi, ils sont là en retour. Et c'est ça qu'il faut. C'est pas se dire, je vais lui rendre service, mais qu'est-ce qu'il va me donner en retour? Tu le fais sans y penser. Et je pense que si on arrive à changer ça, on arrivera à avoir une société plus liée, moins indépendantiste, moins... Individualiste. Voilà, moins individualiste, c'est ça, moins... Ouais, c'est ça, c'est... Plus uni. Oui, c'est peut-être qu'un rêve, hein. C'est peut-être qu'un... Ça l'a été un moment pendant le Covid, tu vois. Ça l'a été, on en a retrouvé cette... Mais c'est vite parti, hein, ça, c'est vite... Même les gens qui allaient dans les petits magasins ou qui faisaient vivre... voilà. N'importe qui vient ici, qu'il soit sous-préfet, salarié, jeune qui vient m'interviewer, je resterai exactement la même. Je vais pas... Pareil, utiliser cette façade qui me... Non, je resterai. Je suis comme ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, tant pis. Mais je ne changerai pas. Parce que tu fais pas illusion longtemps. Non, tu sais, mon métier, j'ai pas parlé beaucoup de mon métier, hein, c'est une victoire. Les gens disent que c'est mon bébé. Oui, c'est une victoire sur la vie. Parce que quand on s'est installé, on se disait, qu'est-ce qu'ils vont faire C'est une victoire sur le courage, c'est une victoire sur la ténacité et se dire allez. Tu sais, quand j'ai commencé à mettre de l'ail, que j'ai acheté de l'ail, parce que la première fois que je suis allée à une centrale, c'est Madame Florin, Michel Florin. Bonjour Madame, bonjour. Voilà, j'ai de l'ail à vendre. Elle me dit c'est une fois par an, hein, les foires à l'ail dans les magasins, d'accord. Mais alors j'étais allée au mois de juillet, tu vois. Elle me dit oui, mais c'est pas au mois de juillet, c'est au mois de juin qu'on fait les commandes. Revenez le 13 juin l'année prochaine. Tu sais, le 13 juin, chaque fois que je passe le 13 juin, j'y pense. 13 juin de l'année d'après, j'y vais. C'est à la centrale Carrefour à Lens. Bonjour. Elle dit, je pensais que vous alliez oublier. Non. Elle me présente un papier comme ça. Elle me dit, voilà ce qu'ils ont fait l'année dernière pendant les foires. J'en avais pas assez dans mon champ pour la livrer. Vous allez savoir me livrer? Oui, bien sûr.
Et tous les jours, je m'en allais avec mon camion chez des producteurs du Nord, hein, qui ne savaient pas quoi faire de leur ail. Puis moi, je le ramenais, et puis hop, on tressait, et voilà. C'est pour ça que cette traçabilité, elle est là. Thomas, t'as le numéro 12, toi, t'as le numéro 15, voilà. Et chaque tête qui part d'ici, bon, quand les gens viennent visiter, je dis, mettez-vous dans la peau d'une tête d'ail, et vous allez, quand vous allez facturer ou dans le magasin, je vais savoir vous dire de où vous venez, quelle variété, et machin, et comme ça, il n'y a pas de souci. Une fois... on a eu un truc, c'était Léa Aldi, je crois, voilà. On a eu tel numéro, est-ce que vous savez nous dire tel numéro, mettons 2055, est-ce que vous savez nous dire quand vous nous avez livré, combien, nanana. C'était un test, pour voir, tu vois, ce n'était qu'un test. Alors, j'ai passé ma vie ici, et puis, arrivé à mes 50 ans, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai pris la présidence des prud'hommes. Enfin, j'étais pas présidente, mais on m'a demandé d'être conseiller prud'homme à la Valenciennes. Ok. Je me suis éclatée, je m'éclate encore. Après, on m'a demandé d'être assesseur à la prison de Bapaume. Assesseur, c'est quelqu'un qui représente la société civile dans le tribunal de la prison. C'est un monsieur qui est venu, GEPSA, une société GEPSA, qui est venu un jour visiter ici, puis qui m'a vu avec mes salariés. Il a dit, cette dame, elle serait bien assesseur. Et du coup, je suis devenue assesseur à prison. Et je suis administratrice à la MSA. Voilà. Et on m'a donné le portefeuille de la santé sanitaire et sociale, parce qu'on a senti que j'avais cette fibre sociale. Et ça, vraiment, ça m'apporte. Ça m'apporte parce que j'apporte aux gens. Mon père, il disait tout le temps, pareil, dans mon métier de marchand de bestiaux, tu sais, j'étais toute seule comme fille. Mon père, il disait, faut que tu sois meilleure, hein, je te l'ai dit. Hein. D'abord, j'ai jamais passé mon permis voiture, j'ai passé mon poids lourd tout de suite. Et les gens ils disaient, ah bah t'as pas de garçon, hein, Rémi, mon père il s'appelait, t'as pas de garçon. Je suis bien tranquille avec ma fille. Et quand on mangeait à la cantine de l'abattoir, puis ils disaient, tu peux venir reculer mon camion remorque, Martine? Parce que tu vois, c'est ça aussi, la force. Dans n'importe quel métier. Hein. Quand tu diriges des gens, c'est de savoir tout faire et de leur dire, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça. Et qu'on te dise pas, bah fais-le, t'as qu'à le faire. Fais-le. Et si tu sais savoir le faire, exactement, c'est exact. Voilà, couteau suisse. Tu peux m'appeler couteau suisse si tu veux. Et ils savent tous ici que d'abord Anthony qui est venu tout à l'heure là, c'est le nouveau chef de culture. Et on était dans la moissonneuse batteuse. Il m'appelle, il me dit Martine, faut faire ça, ça, ça. Tu peux aller bouger le mot de terre. Je sais faire. Tu vas me dire de faire n'importe quoi, je sais faire. Quelqu'un qui vient ici puis qui dit je ne sais pas le faire, tout le monde me regarde parce qu'ils savent qu'il faut pas me le dire ça. Parce que ça c'est une chose qu'il faut pas me dire. Voilà, mais beau métier, prenant, captivant, quelque chose d'épanouissant, vraiment. Mais il faut cette force. On me dit toujours, c'est ce que je représente, ça se forge, ça se travaille. Mais ne jamais baisser les bras, hein, parce que on serait vite dans le trou, parce que dans le trou psychologiquement. Et c'est pour ça qu'il faut s'entraider. Je pense que l'entraide entre agriculteurs, il faut qu'elle revienne. Il faut qu'on arrête de rester tout seul dans son coin. Avant, il y avait des fêtes de Saint-Éloi, il y avait des fêtes de la moisson. Il faut revenir ouais, chacun est différent, et puis être pas jalouser l'autre, voilà, moi je suis quelqu'un qui réussit, voilà, c'est bien, il a réussi, c'est bien, c'est aucune jalousie de quoi que ce soit, chacun fait comme il veut, aucun jugement, j'espère que ça va revenir. Même ici, on était au Covid, on travaillait nous ici, hein. Il faudra aller voir le site Potvin-Caron, quand vous verrez des photos, vous verrez, on met toujours nos salariés à... Mais quand c'était le Covid, ils se sont mis tous là une fois dehors là, et puis on a fait une huée là, une machin pour, tu vois, pour les gens comment je vais dire, le personnel médical et là vraiment, pourtant nous on travaillait, on avait cette chance de travailler, hein, mais c'est des épreuves aussi. Mais voilà, je me dis toujours que c'est le bon Dieu. Enfin, je suis une croyante, sans être pratiquante, hein, je suis pas un cubéni, mais j'essaie de faire tous les jours quelque chose de bien pour elle. Agricultrice investie dans son métier avec une histoire incroyable, c'est à la ferme Potvin-Caron que nous avons rencontré Martine Potvin. Nous vous invitons vous aussi à découvrir cette agricultrice et son exploitation et découvrir des produits tels que l'ail fumé ou de l'ail noir. Ce projet est financé par la Fondation de France, la Mutualité Sociale Agricole et le Comité Local d'aide au projet.
Tout ça en partenariat avec le centre socio-culturel de l'Ostrevent et l'ACC, l'appui de Jean-Luc Allais, deuxième vice-président de Douaisis Agglo, et comme toujours, ils diffusent notre podcast sur leurs ondes et sur leur site. Ils nous accompagnent quand on en a besoin, il s'agit de Radio Scarpe Sensée. Je suis Thomas, de la Junior Association Regard, et vous écoutiez l'émission Ouverture sur le monde sur Radio Scarpe Sensée.